Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue au symposium Cantel Glaucome de la SFO 2020-21. Et dans ce symposium, on va vous parler des méthodes de traitement physique du glaucome. Et vous allez voir qu'à chaque stade de la maladie glaucomateuse, on peut proposer, en alternative au traitement médical ou en alternative au traitement chirurgical, un traitement physique, trabéculoplastie laser ou diode subcyclo. Alors, je vais donner la parole dès maintenant au professeur Renard qui va nous parler des nouvelles données cliniques qui supportent l'utilisation de la trabéculoplastie laser. Et juste pour l'audience, vous pouvez, via la plateforme, via le chat, poser des questions. N'hésitez pas, on les reçoit en direct, on y répondra à la fin de la session. Donc n'hésitez pas à poser vos questions aux orateurs. Voilà Jean-Paul, donc pour la trabéculoplastie laser, merci. Merci Florent, merci pour cette invitation. Effectivement, le laser SLT, tout d'abord, on va le positionner par rapport aux autres techniques laser. Vous savez que la trabéculoplastie au laser argon est née en 1978 et c'est 20 ans plus tard que la trabéculoplastie SLT sélective est arrivée. Et en fait, elle rentre dans le cadre de tous les lasers micropulsés, au même titre que le diode micropulsé, dont on parlera tout à l'heure, ou que l'excimer. Et en fait, ces techniques micropulsées, il faut bien retenir que la différence, c'est qu'avec des impacts très courts et très brefs, eh bien, il va y avoir un effet ponctuel, très localisé, sans diffusion et sans transformation de l'énergie en chaleur et sans diffusion au tissu avoisinant. Vous voyez ici la différence de pénétration des différents lasers micropulsés par rapport au laser argon avec des impacts très courts qui sont à ce qu'on appelle inférieurs au temps de relaxation thermique des tissus et vont permettre ainsi une absence de lésion thermique. Il faudra rendre hommage à M. Latina, c'est lui qui a fait les premières études cliniques et qui a participé de façon active au développement du SLT. Alors, la différence, c'est qu'on a une énergie qui est 50 fois plus faible par rapport à l'utilisation du laser argon, comme on peut le voir ici. On va utiliser des impacts qui sont beaucoup plus grands, de 400 microns au lieu de 50 microns. Et ces impacts vont être sélectifs, c'est dire que sans altération des tissus de voisinage, on va utiliser 1,8% de l'énergie qui est délivrée avec la classique trabéculoplastie au laser argon. Et il a été très bien démontré, comme vous le voyez ici, sur ces études en microscopie électronique, les lésions que l'on observe après un laser argon, avec un véritable cratère au niveau des faisceaux trabéculaires, cornéoscléraux et uvéaux, avec des lésions en profondeur, alors qu'avec le SLT, eh bien, on n'a pas de rupture des faisceaux, on a simplement une action au niveau cellulaire, avec une action au niveau des pigments, des mélanosomes intracellulaires, et une lésion qui va rester limitée à un niveau cellulaire. En fait, on a un éclatement des mélanosomes intracellulaires qui vont être à l'origine d'une libération de cytokines, qui vont entraîner une augmentation des métalloprotéinases et avec un remodelage complet de la matrice extracellulaire par la mobilisation de macrophages avec un bon respect du mur interne du canal de Schlemm. C'est-à-dire qu'on a un effet biologique qui est beaucoup plus important que le processus mécanique. La procédure, on la connaît bien. 2 séances de 50 microns sur 180 degrés avec le verre Latina en général et surtout l'utilisation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens ou stéroïdiens en post-opératoire comme cela a été démontré dans une étude récente car ils vont ainsi permettre de limiter une réaction fibrotique éventuellement liée au laser. On voit qu'en fonction de l'aspect de l'angle irido-cornéen, il va falloir bien repérer le trabéculum et que dans certains cas, ne pas confondre avec la ligne de Sampaolesi antérieure, car on va entraîner alors une endothélite cornéenne et un certain effet délétère. Le résultat pressionnel, globalement, supérieur à une baisse de pression intraoculaire de 20%, et globalement, la moyenne est de 67% de résultats à 1 an. On verra un petit peu les variations. Et la possibilité de réaliser un second traitement, à la différence du trabéculoplastie au laser argon, puisqu'on a un effet cellulaire localisé avec une efficacité dont on verra les résultats. Les complications sont rares, avec beaucoup moins d'inflammation que le laser argon, avec rarement une hypertonie oculaire dans près de 4% des cas. Et il faut le connaître, la possibilité et le risque d'un œdème maculaire cystoïde chez des patients aphaques ou pseudophaques ou qui ont eu une chirurgie compliquée de la cataracte, mais c'est vraiment infinitésimal et excessivement rare. Son efficacité, elle est comparable à la trabéculoplastie au laser argon, bien sûr, et elle est comparable à tous les traitements médicaux utilisés. Les différentes études ont montré que
De surcroît, avec la trabéculoplastie au laser SLT, on n'avait pas de modification de traitement médical nécessaire pour maintenir une pression intraoculaire cible. Que d'autre part, quelle que soit la classe médicamenteuse d'anti-glaucomateux utilisée, on a la même efficacité, la même baisse pressionnelle avec le laser SLT, donc un taux de succès qui est totalement indépendant du type de monothérapie. Alors, 3 éléments très importants à retenir, je pense. Le premier, c'est une étude que nous avons réalisée en 2017 qui s'est intéressée aux résultats en fonction du type de traitement et du nombre de traitements que les patients présentaient avant l'utilisation. Vous voyez que globalement, dans cette étude, on a 62% de répondeurs au total. On est dans la moyenne par rapport à la bibliographie. Et on voit de façon surprenante que les répondeurs avec une hypertonie oculaire isolée, c'est-à-dire sans traitement, eh bien, il y a 92% de répondeurs, alors que les sujets avec monothérapie, on tombe à 70%, et les sujets avec trithérapie, on arrive à près de 60%, ce qui veut dire que plus les sujets sont traités médicalement, eh bien, le nombre de répondeurs va diminuer. En revanche, quel que soit le sujet répondeur et quel que soit le stade de cette modification thérapeutique médicale, eh bien, on a la même baisse pressionnelle qui est de l'ordre de 25 à 30%. Alors, il faut retenir que certainement le traitement médical entraîne une modification au niveau du trabéculum qui va moins réagir au laser SLT. Le deuxième point, c'est cette étude qui est parue il y a peu de temps, la Light Study, qui en fait a traité des patients totalement naïfs sans aucun traitement. Des patients qui présentaient une hypertonie oculaire ou un glaucome à angle ouvert et qui ont bénéficié soit d'un laser SLT, soit d'un traitement topique. Alors, vous verrez que les populations sont totalement similaires, avec 2 groupes de patients également similaires au niveau du sexe et également au niveau du diagnostic et du nombre de glaucomes, ainsi qu'au niveau de la comorbidité. Intéressant de constater aussi que la majorité étaient des glaucomes débutants et des glaucomes légers, comme on peut le voir ici. Alors, que donnent les résultats? Les résultats, si vous comparez le traitement médical à droite par rapport au traitement SLT, on a la même efficacité. En revanche, on a un moins bon contrôle de la pression intraoculaire sous traitement médical, puisqu'un certain nombre de sujets ont dû changer de traitement. Il y a eu 11 chirurgies sur les 3 ans du suivi, avec en revanche 0 chirurgie nécessaire chez les patients sous SLT, un plus grand nombre de modifications thérapeutiques et des effets indésirables liés aux traitements médicaux non retrouvés dans le groupe SLT, et surtout un maintien de la pression intraoculaire cible à 3 ans chez près de 3/4 des sujets traités par le SLT. En revanche, la nécessité d'un suivi rigoureux. Il faut savoir aussi que cette étude a bénéficié d'une recherche s'il y avait une modification au niveau du champ visuel. Vous constaterez que dans les 2 groupes qui ont été analysés, il s'agit de patients qui étaient au même stade d'évolution du champ visuel, c'est-à-dire au même stade d'aggravation. Eh bien, les résultats montrent qu'en fait, on a un plus faible pourcentage de patients sous SLT, c'est près de 17% par rapport à 26% qui ont progressé au niveau du champ visuel. L'hypothèse est peut-être que là encore, on a un effet continu du SLT au niveau de la pression intraoculaire et au niveau sur le trabéculum par rapport au traitement médical, donc il faut respecter les instillations. Je citerai juste 3 points sur l'épargne de la surface oculaire et son intérêt. Vous savez que le glaucomateux, dans 22% des cas, a une baisse du renouvellement des larmes de 22%, que 15 à 25% des sujets sont traités au-delà de 65 ans pour une sécheresse oculaire et que 50 à 60% des patients avec collyre antiglaucomateux ont un traitement surface oculaire. Donc on voit que les avantages sont importants, intéressants pour le laser SLT, avec pas de problème d'observance, avec l'inconvénient d'une vigilance émoussée, bien sûr, en connaissant la baisse pressionnelle qui est inférieure à l'utilisation d'une association fixe. 2 points à souligner, dans les traitements maximaux médicaux, eh bien, cette étude prospective avec des courbes de la pression intraoculaire montre une efficacité, mais avec une baisse pressionnelle qui, dans la majorité des cas, est beaucoup plus faible. Et vous voyez que, ainsi, dans les pression supérieure à 18 mm de mercure, on a 100% de répondeurs, mais en fonction de la pression intraoculaire, on a une baisse qui est moins importante. Là encore, une étude rétrospective dans les glaucomes secondaires et les glaucomes évolués montre qu'il faut sélectionner, dans cas de traitement médical maximal, les patients qui devraient bénéficier d'un SLT par rapport à une chirurgie.
Autre point intéressant, c'est que dans cette étude, un certain nombre de sujets présentaient un échec et un mauvais contrôle de la pression intraoculaire. Eh bien, en fait, tous les sujets ont été retraités, ont bénéficié d'un nouveau traitement SLT avec un suivi de 18 mois. Et l'étude rapporte que les patients suivis ainsi sur 18 mois, eh bien, 67% d'entre eux qui ont bénéficié d'un second traitement SLT, eh bien, ont été très bien équilibrés et avec un suivi. Peut-être, l'hypothèse qui est émise, c'est que l'effet additif vient peut-être de l'addition des deux traitements SLT. Alors on sait qu'il faut rechercher une pression cible. Il faut abaisser la pression, mais il faut la stabiliser. Alors on a des éléments nouveaux et qui sont récents, qui ont montré que l'enregistrement de la pression intraoculaire de façon continue par le triggerfish a montré notamment dans le glaucome à pression normale, sur des petites séries, une diminution des fluctuations nocturnes, comme vous pouvez le voir ici. Mais, beaucoup plus intéressant, on sait que les pics pressionnels se déroulent souvent en dehors des heures de contrôle de consultation. Une première étude qui a utilisé le ICAR Home tonomètre a montré il y a quelques années, il y a peu de temps, qu'on avait après SLT une réduction des fluctuations pressionnelles. Et là arrive le nouveau ICAR Home 2 qui vient de sortir et dont on dispose depuis peu de temps et qui présente l'avantage de permettre une mesure en position couchée, comme vous le voyez ici, avec une très bonne fiabilité. Et les premiers résultats montrent qu'après SLT, eh bien, il semble que l'on obtienne un résultat très intéressant avec une baisse importante des fluctuations pressionnelle quotidienne, ce qui veut dire qu'on aura un lissage de la pression intraoculaire particulièrement intéressant. Donc on voit que la place du laser SLT, elle s'est modifiée, elle se modifie, elle ne cesse de se modifier, puisque les dernières recommandations de l'EGS la proposent même en indication par rapport au traitement médical en première intention, de même dans les hypertonies oculaires qui sont difficiles à contrôler, la possibilité de l'envisager. Alors on voit que le SLT, eh bien, il garde sa place en traitement laser entre le traitement médical et chirurgical, mais là, j'espère qu'on a pu démontrer son intérêt en traitement initial, dont on pourra préciser les indications, ou à l'aide d'une association, mais aussi dans les formes très évoluées. On a vu le résultat que l'on peut obtenir au même titre que les autres techniques. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Voilà, merci Jean-Paul. On va poursuivre en parlant maintenant du laser diode. Voilà, donc la deuxième communication du laser diode subcyclo, donc méthode de traitement physique du corps ciliaire pour réduire la pression intraoculaire. Et donc je vais commencer en vous parlant du principe et de la technique, et ensuite on poursuivra, le docteur Benacci poursuivra, on vous présentera une série avec des résultats cliniques, série de patients réalisés à l'hôpital Saint-Joseph. Donc voilà, le laser diode subcyclo. Alors, plusieurs parties dans ma présentation. Alors d'abord, pourquoi avoir développé une nouvelle technique? Vous savez qu'on avait déjà le laser diode conventionnel qui agit par effet thermique. Et en fait, la méthode la plus utilisée en Europe était le laser diode transcléral. Le laser diode conventionnel entraîne un échauffement et une nécrose du corps ciliaire, diminue la production aqueuse. Et donc, on avait déjà une nouvelle technique. Et je vais vous dire pourquoi une technique alternative, le subcyclo subliminal, a été développée par rapport à cette technique. Alors, le laser diode conventionnel, en termes d'efficacité, il est efficace pour réduire la PIO. Vous voyez une revue de la littérature. Donc, on a différentes études. Vous voyez le protocole. Vous voyez la durée de suivi. Et vous voyez souvent la PIO baisse. Vous remarquez quand même que la variabilité de la réponse est très importante. Dans certaines populations ou certaines études, la PIO baisse très fortement, dans d'autres, elle baisse moins. Et c'était probablement un premier défaut, une première limite du diode conventionnel, c'est qu'on a parfois du mal à prédire quelle sera la réponse, quelle sera la baisse pressionnelle après traitement. Et alors l'autre écueil du diode conventionnel, c'est la tolérance, et c'est ce qui fait qu'on ne le propose pas à un glaucome débutant ou modéré ou peu évolué. Et vous voyez là encore une revue de la littérature, vous voyez les complications, le pourcentage ou la prévalence des complications. Et vous voyez qu'on a des complications sévères qui entraînent une baisse définitive d'acuité visuelle, atrophie du globe, hypotonie, inflammation, hypertonie, cataracte, distorsion pupillaire. Et regardez la prévalence dans certaines études, parfois plusieurs pourcents, 5-10% des patients. Et clairement, donc après laser diode conventionnel, on peut avoir des complications qui diminuent l'acuité visuelle, d'où l'intérêt effectivement d'une nouvelle méthode mieux tolérée qui n'ait pas ces complications. Alors je vous montre juste pour terminer ma première partie une étude qui avait évalué la possibilité d'utiliser le laser diode conventionnel chez des patients qui avaient une bonne fonction visuelle. Alors c'était une étude anglaise, et vous voyez en fait sur le graphique ici, vous aviez en gris foncé, en noir, l'acuité visuelle pré-laser, vous aviez en gris clair l'acuité visuelle post-laser pour les mêmes patients.
Tous les patients avaient entre 3 dixièmes et 10 dixièmes d'acuité visuelle avant laser diode conventionnel. Et vous voyez, on avait des patients qui n'avaient plus de perception lumineuse, voient bouger la main ou comptent les doigts après. Donc effectivement, pour certains patients, on a un effondrement de l'acuité visuelle après laser diode conventionnel, ce qui explique que classiquement, on réserve cette méthode au traitement des glaucomes réfractaires pour lesquels la fonction visuelle est altérée. Alors le diode subcyclo, comment ça fonctionne? Quel est le principe? Alors c'est également une méthode de traitement du corps ciliaire, donc l'organe qu'on cible, on vous le redira après, est le même. C'est toujours la même longueur d'onde, et en fait la longueur d'onde, l'énergie va être absorbée par les structures pigmentées du corps ciliaire, notamment la mélanine qu'on retrouve dans les procès ciliaires ou qu'on retrouve dans les mélanocytes de la base du corps ciliaire. Alors en fait, quand on fait du diode conventionnel en mode continu, pendant une certaine durée de temps, par exemple 2 secondes, on va délivrer en permanence l'énergie au tissu. C'est pour ça qu'on dit en mode continu. Pendant cette durée de temps, l'énergie va être absorbée par le corps ciliaire, la température va augmenter jusqu'à 70, 80, 90 degrés, et on aura une nécrose, on aura une coagulation du corps ciliaire qui ensuite produira moins d'humeur aqueuse. Quand on réalise du diode subcyclo, ce n'est pas la même chose. En fait, pendant toute la durée du traitement, on a une alternance de périodes de traitement et de périodes de repos, donc de périodes de délivrance d'énergie et de périodes pendant lesquelles il n'y a pas de délivrance d'énergie. La température va rediminuer, elle n'atteindra jamais un seuil de 60, 70, 80 degrés. Il n'y a pas de nécrose physiquement des procès ciliaires ou du corps ciliaire, d'où la bien meilleure tolérance. Et en fait, on le redira, l'effet est probablement principalement physique. On a une rétraction du corps ciliaire et très probablement une ouverture de la voie sclérale. Et sans doute, le mécanisme d'action, je le dis au conditionnel, est différent en fait du diode continu, d'où la meilleure tolérance du diode subcyclo par rapport au diode continu. Alors, vous voyez, si on regarde le détail, en fait, souvent, on a une alternance de période d'une demi-milliseconde de délivrance d'énergie et de 1,1 milliseconde de repos où il n'y a pas de délivrance d'énergie. Et donc, en fait, la température diminue pendant cette période. Et en fait, seulement pendant 31% du temps, on délivre l'énergie. Et pendant 2 tiers du temps, en effet, il n'y a pas de délivrance d'énergie. Et donc, il y a un repos, une diminution de la température. Et vous voyez, juste, on reparlera des effets histologiques. Vous voyez ici une vue endoscopique de procès ciliaire traité avec un diode conventionnel. Et on voit bien le blanchiment, la nécrose, et on pourrait même, c'était une vidéo, voir parfois l'explosion. C'est le plop qu'on entend quand on fait du diode conventionnel. Et vous voyez ici un corps ciliaire avant subcyclo, après subcyclo. Et vous voyez, il n'y a pas du tout de blanchiment, il n'y a pas de nécrose des tissus. Et en fait, il y a surtout une rétraction avec peut-être une ouverture de la voie sclérale qui anatomiquement est située ici, entre la sclère et le corps ciliaire, et entre la sclère et la choroïde. Alors, qu'est-ce que ça donne? Quelles sont les données de la littérature? Alors, par chance, il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées avec cette méthode subcyclo et publiées, donc on a beaucoup de données disponibles. Alors, je vais vous présenter 2 études intéressantes. Première étude, qui est une étude asiatique et moyen-orientale, qui est intéressante parce qu'elle est comparative. Il y a un groupe ici subcyclo et il y a un groupe conventionnel. Grand nombre de patients, différents types de glaucomes, à angle ouvert, par fermeture de l'angle, des glaucomes primitifs, des glaucomes secondaires. Donc vraiment tout le panel de types de glaucomes qu'on peut être amené à traiter avec le laser diode. Alors les résultats, d'abord en termes d'efficacité, vous avez ici dans ce tableau le groupe subcyclo, le groupe conventionnel, PIO avant, PIO après 1 an et demi de suivi. Et vous voyez, en fait, on a la même PIO avant dans les 2 groupes, la même PIO après. Donc globalement, l'efficacité pour réduire la PIO était très comparable quand on comparait donc diode conventionnel et diode subcyclo. Et vous voyez, si on prenait un critère de succès, vous avez en bleu le groupe subcyclo, vous avez en gris le groupe diode conventionnel. Le taux de succès à 1 an et demi, à 540 jours, était même un petit peu plus élevé dans le groupe subcyclo que dans le groupe diode conventionnel. Alors je vous montre dans la même étude la relation entre la PIO pré-laser et post-laser. Je pense que c'est très intéressant. En gris, on a le groupe diode conventionnel, en bleu, le groupe subcyclo. Et vous voyez, en fait, on a une bien meilleure relation PIO pré- post-laser dans le groupe subcyclo, ce qui veut dire qu'il est beaucoup plus facile de prédire la PIO post-laser que dans le groupe diode conventionnel. Et vous voyez, en fait, chaque point est un patient. Et par exemple, en diode conventionnel, on a des patients qui avaient 45 mm de mercure de PIO avant, qui avaient moins de 5 après, donc probablement une atrophie ou une phtise. Ce n'était jamais le cas dans le groupe subcyclo, on n'était jamais en dessous de 10 mm de mercure. Alors la tolérance, elle est bien meilleure, il n'y a pas de doute. Regardez là encore le groupe subcyclo ici, vous avez toutes les complications, vous avez la prévalence. Regardez le groupe diode conventionnel ici. Et vous voyez, 88% des patients subcyclo n'avaient pas de complications, alors que 60% des patients en diode conventionnel avaient des complications. Et vous voyez, on voit parfois inflammation, phtise, atrophie dans le groupe diode conventionnel. Ce n'était jamais le cas dans le groupe subcyclo. Donc en effet, ça répond à la promesse, à l'objectif qui a motivé son développement. C'est nettement mieux toléré que le diode conventionnel. Alors je vous montre une deuxième étude qui est plus récente, qui est intéressante également,
qui est intéressante parce qu'il y a un grand nombre de patients. Il y a plein de types de glaucome, hein, donc vous voyez vraiment glaucome primitif, secondaire, angle ouvert par fermeture de l'angle. Et notamment, il y a un graphique qui est intéressant sur les données d'acuité visuelle. Vous avez le pourcentage de patients qui n'avaient pas de changement d'acuité visuelle après laser subcyclo, qui avaient une amélioration. Hein. Parfois, c'est mieux parce qu'on baisse la PIO, il y a moins d'œdème de cornée, donc on peut avoir une amélioration de l'acuité visuelle. Et les patients à gauche qui avaient une baisse d'acuité visuelle. Et vous voyez, je vous avais dit en vous parlant du diode conventionnel, on ne peut pas l'utiliser en alternative à la chirurgie sur des patients qui ont des glaucomes modérés ou une fonction visuelle préservée, parce que souvent il y a un effondrement de l'acuité visuelle. Et bien là, vous voyez, pour le subcyclo, c'est l'inverse. Souvent, l'acuité visuelle est inchangée, voire parfois améliorée. Très, très rarement, elle est diminuée. Et ça montre qu'effectivement, on peut l'utiliser sur des glaucomes modérés. On peut parfois l'utiliser en alternative à une chirurgie filtrante quand la fonction visuelle est encore bonne. Alors, je termine justement en vous parlant de la place de cette technique. Alors, quelle est la place de la technique? Comme on l'a dit, on peut obtenir une baisse de PIO qui est importante. Donc je pense qu'on peut, avec une énergie élevée, avec une durée de traitement élevée, le proposer à des patients à qui on aurait proposé un laser diode conventionnel. Donc par exemple des glaucomes réfractaires pour lesquels les chirurgies filtrantes ont échoué, des formes difficiles comme les glaucomes néovasculaires, glaucomes traumatiques, glaucomes de la fac ou après chirurgie vitréorétinienne. Et je pense également, et on l'a dit, qu'en diminuant un peu notamment le temps d'application ou la puissance, on peut également le proposer à des glaucomes modérés qu'on n'a pas envie d'opérer de chirurgie filtrante, les patients qui tolèrent mal les collyres, qui ont une mauvaise observance, qui ont des atteintes de la surface oculaire, qu'on opère de chirurgie de la cataracte, on peut tout à fait combiner les deux, ou des patients myopes forts. Vous savez qu'il y a beaucoup de complications de la chirurgie filtrante, notamment perforante chez les myopes forts. On peut effectivement considérer une méthode alternative, notamment le subcyclo. Alors je vous montre 3 cas qui illustrent la variété des indications possibles. Premier cas, un homme de 68 ans qui avait un glaucome angle ouvert évolutif, trithérapie avec une PIO élevée. Vous voyez les champs visuels, c'est un glaucome qui évoluait. Alors en fait, sur le premier œil, j'avais réalisé une trabéculectomie. Vous voyez ici, elle a été compliquée. En fait, il y a eu un sidle juste après, une hypotonie, un soulèvement choroïdien. J'ai remis des points de suture et comme souvent, quand on manipule beaucoup la bulle en fait a fibrosé. Vous voyez, elle était plate. 1 an après, la PIO était toujours à 22 et donc la PIO avait remonté. Et donc globalement, la chirurgie filtrante ne fonctionnait pas bien. Mais par contre, l'acuité visuelle était encore de 10 dixièmes. Donc j'ai réalisé un diode subcyclo, 100 secondes par hémicirconférence, 2 watts, ce qui est la puissance standard. Regardez la PIO avec 1 an et demi de suivi. La PIO a diminué, le nombre de colères a diminué. 1 an et demi et même maintenant 2 ans après. L'acuité visuelle, le champ visuel est préservé. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a plus d'évolution du glaucome. Et donc la PIO est bien contrôlée. Deuxième cas que je vous présente, 71 ans, glaucome à angle ouvert mais très évolué. Vous voyez, glaucome agonique. Jamais opéré de chirurgie filtrante. PIO 31 et 34 sous quadrithérapie. 4 classes thérapeutiques. Regardez la surface oculaire. C'est des patients ou un patient, si on l'opère ou si on l'avait opéré de chirurgie filtrante, le risque de fibrose de la bulle était très élevé. Donc diode subcyclo, j'ai utilisé une durée d'application qui est longue parce que la PIO était élevée, plus 30 sous quadrithérapie. Donc vous voyez, on peut moduler et le résultat est bon. En fait, 1 an après, PIO à 15 avec moins de collyres, on n'a pas arrêté complètement, mais on est passé de 4 à 1. Et donc, vous voyez, la surface oculaire est évidemment en bien meilleur état, puisqu'on a diminué le nombre de collyres antiglaucomateux. Et dernier cas qui illustre le fait qu'on peut le faire en combinaison une chirurgie de la cataracte, 78 ans, glaucome par fermeture de l'angle. Là, vous voyez la gonioscopie, il y a un blocage pupillaire. PIO 25 et 27, il y avait une neuropathie glaucomateuse. Et en fait, je l'ai opéré de chirurgie de la cataracte de façon tout à fait standard. J'ai réalisé un subcyclo juste après la chirurgie de la cataracte. On peut fermer l'œil. Le subcyclo, on n'appuie pas beaucoup. On peut le faire sur un œil qu'on vient d'opérer. Et vous voyez, alors certes, il y a un effet de la chirurgie de la cataracte, puisqu'on a rouvert l'angle, on voit la gonioscopie. Il y a un effet également complémentaire du subcyclo. Et vous voyez, je n'ai pas eu instauré de traitement médical, PIO 17-18, pas d'évolution de la neuropathie glaucomateuse. Donc vous voyez, beaucoup d'indications, à la fois les glaucomes qu'on aurait opérés, auxquels on aurait réalisé, pour lesquels on aurait réalisé un laser diode conventionnel. Et également, on peut le proposer, je pense, en alternative à la chirurgie sur des glaucomes moins évolués, quand on veut éviter la chirurgie ou quand on ne veut pas faire la chirurgie, parce qu'on ne veut pas prendre les risques de la chirurgie. Et également, une bonne indication, c'est un glaucome qu'on va opérer de chirurgie de la cataracte. Et on peut tout à fait simplement combiner les deux, réaliser la chirurgie de la cataracte, puis un subcyclo complémentaire. Ça permet de diminuer le nombre de collyres antiglaucomateuses, ce qui est un confort certain pour le patient. Voilà, je vais laisser la parole à ma collègue Dr Benacci. On va continuer à vous parler du diode subcyclo et on va vous présenter donc les effets histologiques, les effets échographiques et les résultats d'une série de patients opérés à l'hôpital Saint-Joseph. Merci. Merci, professeur Abtel. Donc, je voudrais vous parler de nouveautés dans le traitement par subcyclo et de notre expérience avec ce traitement à l'hôpital Saint-Joseph. Donc, pour commencer,
la cyclodestruction par cyclophotocoagulation transclérale standard, qui est de moins en moins utilisée, qui utilise une délivrance d'énergie continue et qui peut entraîner des effets secondaires assez graves. Donc cette technique est de moins en moins utilisée et elle est réservée au glaucome réfractaire après échec des autres traitements. Ces dernières années, une nouvelle technologie subliminale a été développée qui utilise une délivrance d'énergie par des pulses répétitives entrecoupées par des périodes de repos plus longues, ce qui permet à l'énergie de ne pas s'accumuler dans les tissus. Donc ça évite les lésions graves des tissus et ça évite les lésions des tissus adjacents, qui eux sont responsables des effets graves. Donc, comment expliquer l'efficacité du laser subcyclo? Donc, plusieurs hypothèses ont été avancées. Celle de la réduction de la production d'humeur aqueuse par destruction partielle de l'épithélium ciliaire, celle d'une augmentation de la filtration uvéosclérale et transclérale, et celle d'une augmentation de la filtration trabéculaire qui a été montrée par les travaux du Dr Johnson. Et il a montré in vivo qu'une pulsion de laser pouvait entraîner une contraction musculaire qui va entraîner un déplacement des léperons sclérales en arrière. Et donc, ça modifie la configuration du trabéculum et ça ouvre le trabéculum. Donc, pour un peu confirmer les effets du laser en mode subcyclo sur les tissus, nous avons réalisé une étude sur des animaux. Donc, on a traité des yeux de lapin sains par thermocyclo et par subcyclo. Donc, l'image à gauche montre un corps ciliaire sain, non traité. À droite, un corps ciliaire qui a été traité par thermocyclo, et ça montre, on retrouve des segments de désorganisation profonde avec une atrophie sévère des procès ciliaires. En bas, l'image d'un corps ciliaire traité par subcyclo, on retrouve des lésions multifocales minimes à modérées avec une légère modification de la silhouette des procès ciliaires et une atrophie de l'assise épithéliale. On note aussi la présence ici d'un liquide entre le corps ciliaire et la sclère. Ça correspond à peu près probablement à la présence de fluide entre la sclère et le corps ciliaire. On note également la présence d'une fibrose conjonctivale minime à modérée qui est limitée au niveau du limbe. Alors cette fibrose, elle gêne un peu lorsqu'on a opéré les patients post-laser, elle gêne un petit peu à la dissection au niveau du limbe. Mais elle n'a pas modifié, elle n'a pas eu d'effet délétère sur le pronostic chirurgical. Il y a eu d'autres études qui ont confirmé un peu les lésions qu'on a retrouvées dans notre étude. Alors, par ailleurs, on a aussi fait une étude échographique on a étudié de traitement avant et après traitement par subcyclo. Et on voit peu de modifications du corps ciliaire après laser, en comparaison des épaisseurs du corps ciliaire avant et après traitement en mode subcyclo. Mais on note aussi la présence d'un espace entre le corps ciliaire et la sclère. On le retrouve ici, et ça correspond aussi à la présence de fluide dans cet espace. Donc, ceci montre que plusieurs techniques, plusieurs hypothèses et plusieurs mécanismes peuvent entrer en jeu dans l'effet de subcyclo, soit par réduction de l'humeur aqueuse, par destruction partielle du corps ciliaire, mais sans effet, sans lésion délétère grave, et par augmentation de la filtration uvéosclérale. Du point de vue clinique, notre étude a montré une réduction significative de la pression intraoculaire assez précoce dans les premières semaines après traitement par subcyclo. Cette réduction pressionnelle était plus importante chez les patients qui ont été traités par subcyclo avec un duty cycle à 31,3%. Elle était à peu près en moyenne de 45% dans 70% des cas.
Et dans les cas de patients traités par un duty cycle à 25%, la réponse pressionnelle était un peu moins importante, avec 35% de réduction pressionnelle dans 50% des cas. La réduction aussi était un peu plus importante dans les pressions qui étaient un peu plus faibles. Du point de vue des complications, on ne voit plus, depuis qu'on utilise le laser subcyclo, et on l'utilise pratiquement dans tous les cas, on ne voit plus les complications graves comme la phtise bulbaire, les hypotonies majeures, mis à part quelques cas d'ulcères cornéens rapidement régressifs après traitement, ou des cas d'inflammation minime de la chambre antérieure aussi, qui régressent en quelques jours. Donc, dans la pratique générale, on préconise pour une bonne efficacité du traitement et une sécurité satisfaisante d'utiliser des paramètres suivants, de 2 watts de puissance, un duty cycle à 31,3% et une durée du traitement entre 100 et 180 secondes. Au-delà des études ont montré qu'au-delà de 150 millijoules, des complications graves peuvent survenir. Et pour finir, donc, étant donné le peu d'effets délétères sur les structures oculaires et le peu d'effets secondaires et l'efficacité qui est précoce et qui est durable, donc nous proposons ce traitement de plus en plus tôt dans l'arsenal thérapeutique du glaucome. Et on a aussi retrouvé que quand on commence le traitement plus précocement, dans les stades un peu plus précoces, le résultat était meilleur. Je vous remercie de votre attention. Voilà, merci pour cette très belle communication. On a encore quelques minutes pour les questions. Alors, j'ai 2 questions sur la trabéculoplastie laser pour Jean-Paul. Alors, la première question, les études récentes, notamment l'étude Light, montrent la possibilité de considérer en première intention en fait, la trabéculoplastie laser. Et donc, finalement, sur un patient glaucomato ou hypertone nouvellement diagnostiqué, on peut se poser la question soit SLT, soit traitement médical. Quels sont les éléments, quels sont les paramètres qui nous orienteraient plutôt pour choisir un SLT ou pour choisir plutôt un traitement médical ? Merci. En fait, les résultats dont on dispose actuellement sur le laser SLT sont très encourageants et on a beaucoup élargi les indications en première intention. Alors, effectivement, chez tous les patients qui vont être réticents à un traitement médical, chez les patients qui vont comprendre qu'un traitement médical va être source de contraintes et ne vont pas accepter de façon évidente un traitement de façon continue dans le temps. Et donc, les indications sont devenues équivalentes à celles du traitement médical. Tout dépend de la baisse pressionnelle que l'on recherche, en sachant qu'avec le laser SLT, on aura une baisse pressionnelle de l'ordre de 25 à 29%. Alors, il y avait une deuxième question, qui est une question fréquente. Pendant combien de temps le laser SLT va-t-il diminuer la PIO? Et un peu le pendant, est-ce qu'on peut retraiter? Combien de fois on peut retraiter un patient avec le laser SLT? Alors, quand le traitement au laser SLT a été efficace, tout va dépendre en fait du tableau clinique. Quand on l'utilise chez des patients naïfs, l'efficacité, comme on l'a vu rapporté dans l'étude de Light, 3/4 des sujets, pendant 3 ans, vont avoir un bon contrôle, à condition d'avoir un suivi régulier, une vigilance qui doit être maintenue. On peut renouveler le traitement, et on peut renouveler ce traitement à partir de 6 mois après un premier SLT, s'il a été efficace. S'il n'a pas été efficace, on peut faire une tentative également. Et en général, quand on a eu une baisse de pression intraoculaire au premier traitement, on a une baisse pressionnelle au second traitement qui est à peu près du même ordre, qui est à peu près aussi efficace. Maintenant, on n'a aucune étude randomisée sur l'efficacité d'un 3e traitement. Je dois dire que dans mon expérience, le 3e traitement, quand il a été nécessaire, n'a pas donné un résultat aussi probant que le second traitement. Oui, donc 2 possibilités en fait, mais ce qui peut permettre pendant quelques années de contrôler l'évolution et de baisser suffisamment la PIO. Non seulement de contrôler l'évolution, mais de préserver la surface oculaire, d'éviter un traitement médical avec ses contraintes et surtout de préserver cette surface oculaire. On sait que les glaucomateux ont globalement une espérance de vie de 13 à 15 ans. Si on soustrait 3 ans sans traitement médical, voire 6 ans si le 2e SLT est efficace, ce sera énorme avec un meilleur confort de vie. Oui. Une qualité de vie nettement augmentée.
Et je sais que certains même le font avant chirurgie filtrante pour préparer la surface oculaire, pour temporairement diminuer le nombre de colliers antiglaucomateux et améliorer en vue. Bon, c'est plutôt une indication plus de niche, mais une possibilité. Voilà, c'est une possibilité également. Oui. Merci. Alors sur le subcyclo, on avait également des questions. Les gens demandaient, est-ce que c'est un traitement douloureux? Est-ce que ça peut se faire sous anesthésie topique? Et c'était peut-être une question qui vient parfois de personnes qui exercent peut-être en Afrique ou de pays où il y a moins de blocs opératoires. Est-ce que ça peut être réalisé en dehors d'un bloc opératoire, le traitement par subcyclo? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être la réponse est différente pour la France ou pour d'autres pays. Non, la procédure est quand même douloureuse. Donc ça ne peut pas se faire sous topique. Donc on utilise plutôt une prémédication. Bon, ça ne se fait pas sous anesthésie générale, mais on utilise une anesthésie, une prémédication avec mercaïne, un cocktail de mercaïne et procaïne, et avec sous anesthésie sous-ténonienne de xylocaïne. Est-ce qu'une péribulbaire ou une anesthésie loco-régionale pure est possible? Et est-ce que, alors je pense que s'il y a un chémosis, est-ce que ça peut gêner le déroulement de la procédure? Non, le chémosis ne gêne pas du tout. Non, ne gêne pas. Il faut éviter de faire saigner, bien sûr, la conjonctive pour avoir un effet maximal. Par contre, péribulbaire, ça ne suffit pas. On a pu le faire pour des patients où on ne pouvait pas faire d'anesthésie, mais ça restait un peu douloureux. Mais tout à fait, oui, on peut faire une péribulbaire. Alors, une deuxième question pratique. À quelle distance du limbe vous mettez la sonde? Et est-ce que vous utilisez les techniques telles que la transillumination ou rétroillumination du corps ciliaire, ou parfois l'UBM ou l'échographie avant, pour déterminer, par exemple, chez un myope fort, une anatomie oculaire particulière, pour déterminer la position du corps ciliaire? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. Dans l'étude qu'on a faite, dans la première étude qu'on a publiée, tous les patients ont été... on a utilisé l'échographie UBM pour tous les patients, pour localiser le corps ciliaire et voir si c'est vraiment l'efficacité du traitement. Après, on a vu que ça correspondait à peu près à 3 mm du limbe. Donc, on a généralisé la mesure pour 3 mm. Maintenant, on utilise la transillumination, effectivement, et l'échographie UBM pour les cas de globes déformés ou après une ophtalmie. Là, on utilise encore l'échographe. On a une échographe UBM dans le bloc opératoire. On l'utilise souvent quand on a fait plusieurs aussi subcyclo et qu'on veut se donner une dernière chance. Donc, on le fait aussi sous contrôle échographique pour être sûr d'être efficace. Et c'est souvent efficace quand on localise précisément le corps ciliaire, exactement. Alors, vous avez montré, puis d'autres études l'ont montré, que le mode d'action, finalement, n'est peut-être pas le même que le diode conventionnel, le diode thermique. Est-ce que, de ce fait, la cible est différente? Et est-ce que la distance est différente par rapport à un diode conventionnel? Et est-ce que certains également disaient la sonde doit être orientée différemment par rapport à un diode conventionnel? Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, parce qu'on est un peu plus postérieur, et c'est pour ça qu'on a une augmentation de la filtration uvéosclérale. Et par rapport au diode, au laser diode qui est plus proche du limbe. Et c'est vrai que l'orientation de la sonde est très importante d'ailleurs. Il faut vraiment rester perpendiculaire au limbe pour vraiment avoir l'efficacité maximale. Maximale, oui. Merci. J'ai une question pour toi, Florent. Je voulais te demander à quelle date on juge l'efficacité d'un subcyclo pour la baisse pressionnelle. Combien de temps faut-il attendre? Et puis, une seconde, est-ce qu'on peut faire un second traitement? À quel délai et en fonction de quels critères? Alors le délai, effectivement, c'est souvent une question parce qu'on se demande est-ce que c'est efficace, est-ce qu'on doit retraiter, est-ce qu'on doit remettre les collyres. Le délai d'action, je pense qu'au début, il y a deux choses à considérer. Il y a quand même parfois une petite réaction inflammatoire qui agit sur la PIO. Et au départ, on donne des corticoïdes qui eux-mêmes peuvent agir sur la PIO. Moi, je pense quand même qu'il faut, aussi bien d'ailleurs pour le diode subcyclo, le diode conventionnel ou les ultrasons, moi, je pense qu'il faut attendre 2 à 3 mois avant de juger l'effet du traitement et éventuellement de décider de retraiter. Sur le retraitement, je pense qu'on peut, à mon avis, c'est un petit peu comme le SLT. S'il y a eu un effet, que l'effet s'est émoussé avec le temps ou que l'effet n'est pas suffisant, sans aucun doute, on peut retraiter, on peut compléter. S'il n'y a pas eu d'effet du tout au premier traitement, sauf à augmenter vraiment les paramètres de temps ou de puissance ou à se placer différemment, là, moi, je suis un petit peu moins favorable au retraitement. Et le second traitement a la même efficacité pressionnelle? On n'a pas d'études comme on a sur le SLT. Je réponds avec un peu moins de certitude. Vraiment, le SLT, ça a été bien évalué. Je pense que le deuxième traitement, quand même, souvent, est un peu moins efficace.
c'est une méthode physique. Je pense que pour les mêmes raisons, il y a un petit peu moins d'effets du deuxième traitement, à la fois en termes de baisse de la PIO et en termes de durée d'effet, de durée de la baisse pressionnelle. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, écoutez, je crois qu'il est presque 19 h. Je vais remercier l'ensemble des orateurs pour leur très belle communication et je remercie l'audience. Voilà, bonne soirée. Au revoir.